Bon bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer cette petite conférence. Déjà, je tiens à vous remercier d'être aussi nombreux et nombreuses à être là. Je ne m'attendais pas à autant de monde, donc ça me fait vraiment plaisir. Je me présente du coup pour les personnes qui ne me connaissent peut-être pas. Donc, je m'appelle Lola. On me connaît aussi sous le pseudo de développeuse du dimanche sur YouTube. Et je suis une développeuse indépendante. Et sur ma chaîne YouTube, je raconte mon parcours de développeuse indé dans un format de journal de bord vidéo. Voilà. Avant de commencer ma conférence, je voudrais quand même remercier déjà la FNAC qui me permet de faire cette présentation devant vous aujourd'hui. Et aussi, j'aimerais qu'on réserve des applaudissements pour le Frames Festival, car c'est une des premières fois qu'on est représenté aussi bien dans le jeu vidéo comme sujet. Donc merci au Frames Festival, j'aimerais qu'on les applaudisse. C'est vraiment une super initiative et je suis vraiment très contente de pouvoir être devant vous aujourd'hui. Pour parler de ce sujet, qui est que le jeu vidéo, ça rend gentil. Je tenais vraiment à faire cette conférence puisqu'il existe pas mal d'idées reçues sur le jeu vidéo. On va pouvoir les voir ensemble, mais moi, je veux vraiment qu'on se concentre sur le positif, puisque le jeu vidéo, ça apporte plein de bonnes choses. Moi, en tout cas, ça m'a apporté plein de bonnes choses, donc voilà, je vais regarder tout ça avec vous pour vous partager un petit peu de positivité. Alors, dans le jeu vidéo, vous avez peut-être entendu pas mal de clichés circuler, que ce soit de la part de votre entourage, des médias en général, ou peut-être même vous, là, actuellement, vous avez des a priori. Les clichés qui reviennent le plus souvent, donc, traitent souvent de la violence et de la culture gamer, qui peut être un petit peu parfois énervée, voire toxique. Avant de parler du coup de la gentillesse dans le jeu vidéo, j'aimerais qu'on voit les clichés qui existent pour qu'on puisse un petit peu les décomposer un à un. Alors les clichés que vous avez peut-être entendus très souvent sur le jeu vidéo, c'est que c'est abrutissant, que c'est pas un loisir qui rend spécialement intelligent, qui peut même exclure et rendre un peu solitaire. On baigne dans une image un petit peu collective du nerd des années 80 qui joue devant son PC ou sa console qui voit jamais la lumière du jour et voilà, bon, ça apporte pas grand chose. Ce cliché il est plus vraiment vrai aujourd'hui, hein, et l'a-t-il été un jour, je ne sais même pas. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Et les deux autres clichés sont souvent liés ensemble. C'est que les jeux vidéo, tous les jeux vidéo, c'est violent, et qu'en plus de ça, ça rendrait violent. Alors je ne dis pas qu'il n'existe pas de jeux violents, au contraire, il en existe. Mais ça serait bien qu'on s'intéresse aux jeux vidéo plus dans sa globalité et qu'on voit qu'il y a beaucoup plus que ça dans ce paysage culturel. Là, ce que j'aimerais faire comme petit point, c'est que le jeu vidéo souffre de cette image de loisirs abrutissants et violents. Et j'aimerais qu'on essaye de réfléchir ensemble à pourquoi ce cliché est né après tout. Parce qu'on aurait pu faire naître plein de clichés très différents sur le jeu vidéo et c'est celui-là qui ressort le plus. En fait, le jeu vidéo n'est pas le seul média à avoir été victime de clichés à son apparition. Parce qu'il faut quand même retenir que le jeu vidéo, c'est un support culturel relativement récent. Finalement, ça a apparu dans les années 70, le jeu vidéo n'a même pas 100 ans. Par exemple, les romans, à l'époque où c'est arrivé, c'était considéré comme de la sous-littérature, c'était du divertissement pur, alors qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on lit des romans, c'est plutôt bien perçu socialement. Le cinéma a aussi souffert de ce genre de clichés. On disait même que le cinéma, c'était rassembler des jeunes personnes dans des salles obscures, on ne sait pas trop ce qu'ils vont y faire, alors que bon, le cinéma, c'est quand même une certaine fierté française aujourd'hui, c'est reconnu comme un art. Donc c'est pas étonnant que le jeu vidéo, comme jeune média, souffre d'a priori.
Et cet a priori naît notamment du fait que la confrontation, notamment, c'est quelque chose de très gameplay. C'est vrai que quand on joue, il y a souvent un affrontement, un gagnant et un perdant. Donc, disons que l'affrontement et parfois la violence et la destruction, ça fait partie du jeu vidéo, c'est un de ses piliers. C'est pas le seul, mais il faut le reconnaître, effectivement, il y a quelques dynamiques un petit peu de confrontation dans le jeu vidéo. Et quand on regarde aussi les jeux vidéo qui ont les plus gros succès commerciaux, comme voilà, GTA, Red Dead Redemption, Fortnite, Assassin's Creed, on est très souvent dans des jeux qui utilisent des armes à feu, des confrontations, on a un rapport gentil-méchant avec des armes, donc c'est pas étonnant qu'on ait pu avoir ce cliché qui circule. Mais c'est surtout une histoire de représentation et de fréquence de représentation finalement. Puisque beaucoup de jeux sortent de ces codes, il en existe plein, des jeux qui ne nécessitent pas de s'affronter et d'être voilà, dans l'opposition. Mais il faut dire que dans les médias traditionnels, par exemple, on parle beaucoup plus souvent des impacts négatifs et des mauvaises nouvelles. C'est en tout cas comme ça que ça a tendance à fonctionner. Donc quand on va parler de jeux vidéo dans les médias grand public, comme c'est encore considéré comme un divertissement de niche, on va en parler quand il y a quelque chose qui se passe mal, quand il va y avoir un jeu très violent qui va sortir, ou si jamais, là récemment il y a eu des fusillades aux États-Unis, Trump a pris la parole pour dénoncer les jeux vidéo, donc c'est souvent comme ça qu'ils sont relayés majoritairement, pardon. Et alors aussi, quand on parle de jeux vidéo dans les médias mainstream, si c'est pas pour parler de jeux violents, on va parler de jeux vidéo beaucoup plus précis et de niche, c'est-à-dire que quand on va traiter par exemple de jeux vidéo dans un journal télé, on va en parler si c'est un jeu de type serious game qui va aider à la productivité d'une entreprise, on va le voir à travers un côté start-up, ou alors il faut que ça soit un jeu éducatif. Donc soit on en parle d'un point de vue violent, soit il faut que ça soit utile à la productivité de la société, quoi. Et encore une fois, c'est pas une représentation très juste du média. Et aussi le fait que le jeu vidéo peut avoir un peu mauvaise presse, c'est que quand ce n'est pas relayé par les médias donc mainstream, quand ce sont les joueurs eux-mêmes qui diffusent la parole autour du jeu vidéo, eh bien parfois on se rend compte qu'on a tendance à glorifier certains types de jeux, considérés comme des vrais jeux, et à, disons, utiliser un langage beaucoup plus péjoratif pour parler des jeux qui sont gentils, les jeux de type casual. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais en gros c'est des jeux grand public. Une grosse insulte parmi les gamers, c'est de traiter de casus, donc de personnes qui jouent qu'à des jeux qui sont considérés comme des jeux pour gamines. C'est souvent en lien avec le fait que par exemple Just Dance, que vous connaissez peut-être, est souvent associé à quelque chose de féminin, voire enfantin, et des jeux, du coup je fais mon lapsus, des jeux comme Nintendogs, où on doit s'occuper d'un petit chien, qui ne sont pas considérés comme des jeux, mais plus comme des jouets. Et le fait que parmi la culture gamer, on ne parle pas de ces jeux-là en termes positifs, contribue à avoir aussi des clichés sur le jeu vidéo en général. Donc moi j'aimerais qu'on s'intéresse à ces jeux-là, parce que pour moi ils ont un grand intérêt et c'est important de varier les plaisirs quand on joue aux jeux vidéo. Donc je veux vous parler de ces jeux vidéo que je considère comme des jeux gentils, pour vous montrer qu'ils ont énormément de choses à apporter et qu'il faudrait qu'on en parle un petit peu plus autour de nous. Mais pour parler des jeux vidéo gentils, ce qui serait intéressant, c'est de se poser déjà la question de qu'est-ce que c'est la gentillesse. Essayer de définir ça. Alors est-ce que si je vous parle de gentillesse, dans le public, il y a des mots qui vous viennent ou des définitions? Si je vous dis gentillesse, à quoi vous pensez? Oui? Ouais, coopération. Empathie. De l'empathie, tout à fait. Partage, excellent. Construction. Ouais, voilà, des trucs mignons. Allez, un petit dernier pour la route. La bienveillance, tout à fait. Moi, j'ai été chercher la définition Larousse de la gentillesse, et globalement, on s'y retrouve un peu. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est caractère de quelqu'un qui est d'une complaisance attentive et aimable. Donc, exemple, il a été avec moi d'une grande gentillesse. Et là où on retrouve le mot, par exemple, coopération, c'est que dans cette définition, on sent que la gentillesse implique le fait d'être deux. C'est un rapport humain, la gentillesse, c'est un rapport social.
Moi, je sais que quand j'ai réfléchi à la question, on retrouve pas mal de vos mots. Moi, j'ai dit empathie, communication, coopération, le soin, l'amour, l'amitié, le respect, la bienveillance. Tout ça, c'est des notions qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo et que j'aimerais qu'on retrouve même plus souvent dans le jeu vidéo. Mais après, voilà, donc là on a défini la gentillesse globalement, rapidement. Mais moi j'aimerais qu'on parle de la gentillesse plus propre au jeu vidéo et comment ça peut se traduire. Et pour moi, la gentillesse dans le jeu vidéo, elle peut prendre deux aspects. Soit elle va passer par l'habillage, donc on va avoir un contexte mignon, gentil, un scénario bienveillant, des graphismes chatoyants, des dialogues gentils. Parce que c'est des notions importantes. Je sais par exemple que quand on met un PEGI à un jeu, donc le PEGI, vous savez, c'est la notation comme pour les films pour dire ce jeu est interdit au moins de 12 ans. Ça passe aussi par les dialogues. S'il y a du langage violent, par exemple, ça peut faire monter l'âge pour pouvoir jouer au jeu. Donc on a ce premier aspect qui est la gentillesse qui passe par l'habillage. Et le deuxième aspect, c'est la gentillesse qui passe par le gameplay. C'est-à-dire les actions concrètes que je vais faire quand je joue, est-ce que je les considère comme gentilles ? Alors, ça peut être assez difficile de rassembler les deux. Moi, je peux vous montrer par exemple que c'est quand même possible de trouver un équilibrage juste, puisque c'est ça qui est important quand on fait un jeu. Si on veut dire qu'il est gentil ou pas gentil, ça va être le mélange de tous ces éléments. Est-ce que l'habillage est sympa avec moi ? Est-ce qu'il est gentil ? Est-ce que les mécaniques soutiennent cet habillage ? L'important, c'est de trouver une bonne balance. Je vais vous montrer par exemple un exemple de contradiction de cette balance. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont joué à Uncharted ou qui connaissent en tout cas. Je vais vous resituer un peu le contexte, mais en gros, dans Uncharted, on incarne un mec charismatique, il a l'air sympa, il va chercher des trésors dans des temples et tout, donc on se dit, il n'y a rien de bien méchant dans ce parti pris. En revanche, il y a quand même un truc qui clash, c'est que ce mec super sympa, qui est bien ses proches, qui fait des blagounettes, il tire quand même à vue sur des personnes qu'il rencontre tout le long du jeu, sans procès aucun. C'est vraiment, il fait sa loi par lui-même. Ça, finalement, bon, habillage plutôt gentil, mais mécanique plutôt bof, quoi. Enfin, ne tuez pas votre prochain, globalement. Donc ça, c'est un jeu que je considère comme n'étant pas spécialement gentil avec le monde. Il ne répand pas forcément des valeurs très sympathiques. Après, c'est possible de trouver d'autres styles de jeu qui vont trouver un équilibre de gentillesse beaucoup plus fort et qui vont être gentils avec leurs joueurs. Par exemple, dans Uncharted, c'est un jeu qui demande quand même pas mal de dextérité. Il va falloir viser, ça va demander aux joueurs et joueuses d'être bons. Il y a des jeux qui, eux, sont gentils globalement dans les valeurs qu'ils répandent et qui sont gentils aussi avec leurs joueurs, qui vont prendre soin de leurs joueurs. Je pense notamment à Nintendogs, qui est un des jeux les plus mignons, je pense, qu'on puisse trouver, où le but est simplement de prendre soin d'un animal. C'est cosy, on leur fait des papouilles. Quand tu joues à Nintendogs, tu sens qu'on prend aussi soin de toi. C'est aussi un moment pour se ressourcer. Céleste, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de plateforme indépendant qui est sorti relativement récemment, qui est aussi très gentil avec ses joueurs, puisque c'est un jeu qui va exploiter tout ce qui est notion de self-care, qui va parler de dépression, d'anxiété, mais en parlant bien et en faisant en sorte de rassurer ses joueurs et joueuses. Et c'est un jeu qui est aussi accessible. Par exemple, dans Céleste, même si c'est un jeu de plateforme exigeant, les joueurs avec le moins de dextérité ou qui veulent passer un moment plus doux peuvent totalement ajuster le gameplay et la difficulté pour eux passer un bon moment. Le jeu, en fait, prend soin de nous. Mais il y a encore une autre étape de gentillesse dans le jeu vidéo, c'est non seulement les jeux qui sont gentils avec leurs joueurs, mais qui sont gentils avec le monde. Alors là, c'est les jeux qui sont tellement gentils que ça peut même avoir un impact concret sur tout simplement la culture générale et comment nous on interagit entre personnes. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Undertale. Moi, c'est un jeu, je l'ai senti, qui m'a changé en tant que personne, qui m'a rendue plus gentille. Puisque c'est un jeu qui gère ses conflits d'une manière différente.
C'est pas un jeu qui va opposer aucun obstacle, il va avoir des antagonistes, voilà, du scénario, des rencontres qui vont nous forcer à, voilà, à nous surpasser, mais tout est fait pour que les résolutions de conflits se fassent par le dialogue, par l'empathie. On va se sortir de situations compliquées en cherchant à comprendre l'autre, comment il en est arrivé là, et à lui parler pour le faire changer d'avis, pour le rendre plus doux. Et c'est un jeu qui nous fait réfléchir en dehors du jeu. Moi, je sais que quand j'ai terminé Undertale, je me suis après posé des questions. Tous les gens que j'antagonise, il faut que je garde à l'esprit que ce sont des personnes avec des vies que je ne connais pas. Chacun a son vécu et que tant que possible, régler les conflits par le dialogue, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Après, un autre jeu qui a eu un énorme impact sur moi et qui, je l'espère, a eu un impact global pour les joueurs et joueuses qui ont pu le faire, c'est Enterre-moi mon amour, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu narratif sur mobile qui en gros raconte la vie d'une jeune femme syrienne qui cherche à trouver refuge en Europe. Et nous, on incarne son petit ami et on lui échange des SMS donc, pour prendre des nouvelles, elle nous envoie des photos, on s'inquiète pour elle. Et ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'il y a une mécanique de temps. C'est en temps réel, c'est-à-dire que si elle m'envoie un message pour me dire bon bah dans 1 heure je devrais être arrivée à tel endroit, c'est que tout s'est bien passé, et si t'as pas de nouvelles, bah, c'est qu'il y a eu un problème. Et en tant que joueur, on doit littéralement attendre 1 heure pour avoir de ces nouvelles. C'est quelque chose qui nous permet de nous mettre à la place de quelqu'un d'autre, de nous mettre dans une situation qu'on ne vit pas, pour tout simplement être plus empathique et mieux comprendre des situations qui d'habitude nous sont racontées avec un regard plutôt lointain et très souvent déshumanisé. Et c'est le genre de jeu qui peut avoir un impact très positif sur le monde. Et c'est le genre de jeu que personnellement j'aime voir. Maintenant qu'on a vu que les jeux vidéo pouvaient nous rendre gentils et avoir un impact gentil, j'aimerais vous montrer les initiatives gentilles qui viennent de joueurs et joueuses et qui veulent voilà, partager leur passion du jeu vidéo tout en faisant le bien autour d'eux. Parce que il est vrai que quand on parle des gamers, souvent on n'en parle pas avec les termes les plus élogieux, et effectivement, il faut le reconnaître, il existe des communautés toxiques qui vont générer du harcèlement, et c'est important de le noter. Mais il faut aussi se rappeler que c'est pas l'entièreté des joueurs, et que beaucoup de joueurs et joueuses ont juste envie de s'amuser, de se regrouper, d'être bienveillants, et moi je veux vous parler du coup de ces gens-là et de ces initiatives gentilles-là. Déjà, on a des grands rendez-vous associatifs dans le jeu vidéo qui font souvent plaisir à voir. Je pense notamment à l'AGDQ qui est un marathon de speedrun de jeux vidéo. Donc le speedrun, le principe c'est de terminer un jeu vidéo le plus rapidement possible, c'est une performance. Et il y a des gens qui font des directs sur Twitch par exemple, sur internet, de ces performances pour lever des fonds pour des associations caritatives. Je sais par exemple que la GDQ a déjà réussi à lever pas mal de fonds pour la recherche contre le cancer, et ça c'est des rendez-vous qui tiennent à cœur aux joueurs puisqu'on se rassemble tous les ans pour célébrer le jeu vidéo et transformer cet intérêt en quelque chose d'utile à la communauté. Donc ça c'est d'un point de vue international, mais en France on a d'autres initiatives comme par exemple le Désherbus de l'espoir qui suit aussi ce concept de marathon rediffusé sur internet. Sauf que là, le principe est tout simplement de conduire un bus sur une route déserte. C'est vraiment, je pense, le jeu le plus ennuyeux du monde. Mais le principe est quand même de rassembler des streamers, des streameuses, ou même des gens qui ne sont pas dans le jeu vidéo, pour tout simplement échanger, discuter, passer un bon moment et encore une fois, lever des fonds pour une association. Je sais que les Airbus de l'Espoir, par exemple, lèvent des fonds pour l'association Les Petits Princes, qui permettent aux enfants malades d'exaucer leurs rêves. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa, quoi, comme initiative. Après, il n'y a pas que l'associatif, il y a aussi parfois des personnes comme ça qui vont se réveiller et vont se dire « Aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc bienveillant ». Et par exemple, c'est le cas de ce streamer qui s'appelle Edge Bomber Guy qui un jour s'est dit « Je vais jouer à un de mes jeux préférés, Donkey Kong 64, en live et pour celles et ceux que ça intéresse, et ben, je vais leur demander de lever des fonds pour une association. » Et là, dans son cas, c'était l'association Mermaids qui soutient les personnes transgenres.
Et il a été lui-même étonné par la bienveillance et la bonté de sa communauté, puisqu'il ne s'attendait pas spécialement à lever beaucoup de fonds. Et il a fini par lever 340 000 euros pour l'association. Donc ça a été quand même quelque chose qui a eu un gros rayonnement, mais il y a même eu des personnalités politiques aux États-Unis qui ont salué l'événement. Donc moi j'aime bien voir ça, j'aime bien me dire qu'il y a des joueurs et joueuses qui utilisent leur passion du jeu vidéo, leur envie de transmission pour en faire quelque chose qui va être utile au plus grand nombre. Après, on n'est pas forcément toujours obligé de lever les fonds pour des associations. La bienveillance dans le jeu vidéo, c'est aussi tout simplement s'amuser ensemble et vouloir créer quelque chose ensemble. Et on a vu quelques petites choses ces dernières années qui ont un peu marqué la culture jeu vidéo. Il y a des joueurs qui ont eu envie de faire des performances collectives pour tout simplement ajouter leur pierre à l'édifice de la culture vidéoludique. Et je vais vous parler de quelques initiatives. Vous en avez peut-être entendu parler il y a quelques années de Twitch Plays Pokémon, qui est, pour les gens qui ne connaissent pas forcément Twitch, donc c'est une plateforme de streaming qui permet de suivre des gens qui jouent aux jeux vidéo en direct. Et le but de cette performance était de faire en sorte que toutes les personnes se connectant dans le chat Twitch puissent contrôler le personnage principal de Pokémon. Donc je vous raconte pas le bordel, parce que quand t'as 1000 personnes qui essaient de contrôler un personnage en même temps, c'est assez compliqué. Mais ils ont néanmoins réussi à terminer le jeu. Ils ont créé comme ça une espèce de moment historique dans le jeu vidéo et dans le streaming en général, en accomplissant une performance qui semblait impossible au début. Et c'est ça que je trouve vraiment chouette, c'est de se dire que tous ces gens qui ne se connaissaient pas se sont rassemblés pour faire quelque chose d'amusant et de bienveillant ensemble. On a une autre initiative que j'apprécie énormément sur Twitter cette fois-ci, qui est le compte Can You Pet the Dog? Donc, est-ce qu'on peut caresser le chien? En traduction littérale. Et c'est tout simplement un énorme travail collectif d'archivage qui consiste à répertorier tous les jeux dans lesquels il est possible de caresser le chien qu'on va croiser dans le décor, quoi. Donc c'est vraiment juste se dire, ah ouais, un petit peu de douceur, un petit peu d'amusement sur Twitter qui peut être parfois un petit peu lourd, psychologiquement, quoi. Donc les gamers et les gameuses, c'est ça aussi, c'est tout simplement s'amuser ensemble dans la bienveillance. Et en dehors de ça, parce qu'effectivement il y a les joueurs et les joueuses qui font des initiatives bienveillantes, mais il y a aussi les développeurs et les développeuses. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les Game Jam, je vais vous expliquer le principe rapidement, mais le but du Game Jam, ça va être de se rassembler en petits groupes de personnes pour faire un jeu vidéo le plus rapidement possible. Très souvent c'est en un week-end, on va se regrouper, et à la fin du week-end on aura un petit jeu qui sera disponible et jouable. Et ce petit jeu sera fait avec des contraintes, notamment de thèmes. Et il y a des initiatives qui font des game jams bienveillantes, parfois un peu militantes aussi. Je pense notamment au RIJV, qui est une association qui promeut l'inclusivité dans le jeu vidéo, qui ont fait une jam entièrement fondée sur le self-care. Donc prendre soin de soi, faire quelque chose de cosy. Ça a été une initiative qui a permis à plein de petits jeux bienveillants de voir le jour. Donc moi j'aime bien voir ce genre de choses, puisque moi-même je développe des jeux et je trouve que c'est important d'essayer des choses plus gentilles notamment. Donc je vous invite aussi à vous renseigner sur les différentes game jams qui existent, parce qu'il y a vraiment plein de belles initiatives. Tout ça pour vous dire que il y a plein de clichés qui circulent sur l'industrie du jeu vidéo. Tout n'est pas parfait. Forcément, comme dans toute communauté, il y a toujours des petites segmentations. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que le jeu vidéo et le médium du jeu vidéo, c'est avant tout ce qu'on en fait. Du coup, moi, je vous invite à soutenir les personnes qui font des jeux gentils, vous-même jouer à des jeux gentils, et puis globalement, être gentil en général dans la vie, c'est bien. Enfin, je trouve. C'est un petit peu mon discours de Miss France, mais... Mais voilà, maintenant je vais vous inviter à faire une petite activité tous ensemble, parce que dire que les jeux vidéo ça rassemble et c'est gentil c'est bien, mais moi j'aimerais l'utiliser un petit peu comme cobaye pour tester ça, pour voir si ensemble on peut jouer gentiment à un jeu. Alors je vais essayer de mettre ça en place, et je m'excuse d'avance s'il y a des problèmes techniques, ça peut arriver, donc je vais essayer de mettre ça.
On est en plein dans la technique. Et voilà. Tout se passe comme prévu. On a un petit peu de temps, donc ça va, on va pouvoir le faire. Tout fonctionne, parfait. Alors, je vais vous demander d'être attentifs. Les petits jeux qu'on va faire vont exploiter le volume sonore de la salle. Donc vous allez pouvoir jouer tous ensemble avec nous. On va juste faire le paramétrage du son. Donc je vais vous demander de faire le silence pour qu'on capte la salle avec le silence. Alors attention, tout le monde se tait. Parfait. Maintenant, on va essayer de capter le bruit. Alors quand je vais vous demander si vous êtes prêts, vous allez me répondre oui. Ok? À 3. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oui. Super. Alors, il faudrait juste enlever le petit truc sur la télé pour qu'on puisse bien voir le jeu. Super. Alors, pour ce premier mini-jeu, je vous propose d'encourager fortement ce petit escargot qui galère un peu à terminer la course. Donc, quand vous verrez le décompte se terminer, faites vos meilleurs encouragements pour cet escargot. Dites-lui, vas-y, tu peux y arriver. Ok? Vas-y, c'est parti. 3, 2, 1. Magnifique. Maintenant, autre petit jeu plus difficile. Vous voyez ce petit chien? Il adore les compliments, mais pas trop, il est un peu timide. Donc je vais vous inviter à l'applaudir très fort pour qu'il se sente apprécié, mais s'il vous dit chut, respectez son espace personnel et faites le silence. Allez, c'est parti, lance le décompte, Samuel. Maintenant, je vous invite simplement à suivre les informations qui apparaîtront sur l'écran. Ça sera self-explanatory, comme on dit. Waouh! Tous ces beaux sourires. Maintenant, voyez ce petit chat? Il a très envie de dormir. Donc, je vous invite à faire le silence le plus total pour le laisser terminer sa nuit. Je vais t'aimer de tout mon cœur. Quand papa et parfait. Bravo. On pouvait le réveiller, mais vous avez bien joué le jeu. Maintenant, vous voyez ce petit lapin? Il a très envie de manger cette carotte, mais il ne peut pas le faire si vous ne l'encouragez pas à sauter. Donc, s'il va falloir faire, c'est lui dire de sauter au bon moment pour qu'il puisse atterrir sur la plateforme. C'est parti. Vas-y, Samuel, lance le compteur. Parfait. Samuel, je te laisse lancer le dernier petit jeu. Vas-y. Je vous invite à applaudir la meilleure audience que j'ai jamais eue. Merci énormément pour votre bienveillance et d'avoir joué le jeu avec nous, ça nous fait vraiment plaisir. Donc là, il nous reste un petit peu de temps pour des questions-réponses, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a un petit micro qui pourra passer dans la salle ou si juste le volume sonore ça suffit.
Ouais. Bon, on parlera fort alors. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit sur le jeu vidéo en général, ses clichés, ou s'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas été assez pointue et que vous voudriez des réponses, voilà. J'attends vos questions. Oui ? Alors, pour l'instant, c'est pas prévu parce qu'il n'y a pas eu de captation, mais effectivement, je réfléchissais au fait d'utiliser mes recherches pour cette conférence pour la transformer en vidéo. Donc, j'exclus pas qu'elle puisse apparaître un jour sur la chaîne. Est-ce qu'il y a d'autres questions par hasard? Ou juste vouloir discuter aussi, hein. Ça me va aussi. Oui? Moi j'avais une question qui m'intriguait depuis longtemps, c'est que je me demandais, je suis pas sûre qu'il y ait de vraies réponses en fait, c'est un peu le problème, c'est est-ce que les jeux qui mettent au centre de leur gameplay, de leur expérience, la compétition et le conflit, est-ce que c'est parce que naturellement, on va dire entre guillemets, l'être humain est attiré par le conflit et la compétition, ou est-ce que c'est parce que c'est essentiellement ce qu'on nous propose comme expérience? Alors c'est une très bonne question. Moi, je dirais que c'est surtout un reflet de notre société globalement. On évolue dans une société capitaliste où le travail est important, où la compétition est mise en avant. Et finalement, ce qu'on retrouve dans les jeux vidéo, c'est une traduction de notre culture à nous. On connaît surtout le jeu vidéo dans sa culture occidentale, mais peut-être que si d'autres cultures faisaient des jeux vidéo, on arriverait à un résultat peut-être moins compétitif, moins basé sur le score, qui va être premier, qui va être dernier. Moi, je pense surtout que c'est le reflet de ses créateurs, puisque une œuvre, elle représente toujours notre culture et nos pensées, même si on essaye de rien politiser, ça traduit quand même quelque chose de notre culture. Donc, moi, je pense pas que l'être humain soit de nature forcément compétitif. C'est peut-être une évolution qui s'est faite, voilà, avec le capitalisme, voilà, l'évolution, l'industrialisation, je sais pas, hein, je suis pas très sociologue, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, notamment parce que les créateurs de jeux vidéo sont très souvent des profils similaires. On parle beaucoup du fait qu'il manque de diversité dans le jeu vidéo, et on se rend compte que c'est très souvent les mêmes classes de personnes qui les produisent, donc on retrouve souvent la même chose. Et je pense que si on arrive à avoir des studios de jeux beaucoup plus diversifiés, on arrivera à avoir des jeux différents qui exploitent des mécaniques différentes. Oui ? Pour répondre justement, dans les jeux de société notamment, on a de plus en plus des jeux coopératifs qui apparaissent et qui sont de plus en plus présents justement. Donc il y a un changement qui fait déjà une bascule. Oui, la coopération, c'est quelque chose que je trouve aussi intéressant dans le jeu vidéo. Après, il y a différents types de coopération. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Overcooked, mais c'est un jeu de coopération, mais dans un objectif productiviste. Donc finalement, même si on coopère tous ensemble, on va taper sur son voisin parce qu'il n'a pas produit assez et qu'il a fait couler l'équipe. Donc même la coopération peut avoir des petites aliénations à l'intérieur, mais effectivement, c'est quand même une très bonne piste pour se rapprocher de quelque chose de bienveillant, d'utiliser voilà, la collaboration, le partage, je suis d'accord. Oui ? Oui, tout à fait. Les jeux visual novels, donc les jeux narratifs, même dans leur globalité, ont parfois moins d'aspects de gameplay, ce qui leur permet de se concentrer beaucoup plus sur les messages directs qu'ils vont transmettre. Parce que parfois, c'est vrai que certains jeux avec du gameplay veulent transmettre un message, mais tu te rends compte que le gameplay va transmettre un message inverse. Donc oui, moi, je trouve que les visual novels, c'est un bon refuge, et c'est aussi un genre qui rassemble beaucoup plus de diversité dans ses créateurs et créatrices, qui permet de voir effectivement beaucoup d'histoires, et il y a une grosse communauté de self-care dans les visual novels. Donc effectivement, c'est un coin vers lequel se diriger. 24-29, ça dépend. Enfin voilà, j'espère que j'ai répondu à ton interrogation. Oui ? À quand le prochain Parle-moi de ta vidéo ludique ? Demain, oui, demain j'enregistre un Raconte-moi ta vidéo ludique en live avec le public pour justement recueillir vos expériences de joueurs et joueuses, ou même de non-joueurs et non-joueuses, parce que je serais très intriguée d'avoir vos points de vue sur certains sujets. Donc si ça vous intéresse, je vous invite demain à me rejoindre pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions encore ? Oui. Oui ? Tu as dit que tu étais développeuse indépendante, parce qu'avant tu as travaillé dans des studios et c'est un succès par la. Alors oui, de base c'est vraiment mon métier. Moi je suis plutôt game designer.
Donc j'ai fait des études en game design, j'ai fait des stages notamment à Ubisoft, et après j'ai travaillé dans un studio en tant que game designer, level designer et testeuse pendant à peu près 1 an et demi. Donc c'était très formateur, j'ai travaillé sur des jeux très différents, j'ai fait autant de la simulation de sport que de la survie avec des zombies, que du jeu de puzzle coopératif. Après j'en suis partie parce que j'avais une réelle envie de créer ce que moi je voulais faire. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément les plus créatifs quand on est dans un studio parce que on reçoit des directives. En tout cas, si on n'est pas directeur créatif, voilà, il faut assurer ce qu'on nous demande et c'est un petit peu moins créatif. Après, j'en suis aussi partie parce que l'ambiance générale me convenait pas trop. C'est juste que voilà, quand tu es une fille en général dans un studio de jeu, ça peut être compliqué parfois. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie aussi. Et voilà, j'avais envie de lancer quelque chose, d'avoir une liberté créative totale. C'est pour ça que quand mon contrat s'est terminé, je me suis dit allez, c'est le moment ou jamais de tenter l'expérience indépendante. Et aujourd'hui, je suis très heureuse là-dedans, même si c'est pas facile tous les jours, c'est quand même super gratifiant de pouvoir avoir un vrai regard artistique sur son travail et de pouvoir proposer quelque chose qui nous ressemble. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai choisi la vie d'indé et peut-être qu'un jour je reviendrai dans un studio, c'est pas exclu, mais pour l'instant je suis bien là-dedans. Oui ? Je suis pas sûre de voir que tu parles, je suis intéressée. Il y a de jeux vidéo et aspect de matérialité. Ouais. Et en fait, ça remplace énormément les indés. Alors effectivement, Steam pour les indépendants, donc Steam c'est la plateforme de jeu la plus connue sur laquelle on va télécharger des jeux sur son ordinateur dématérialisé. Je sais que nous on a un format un peu à part, en tout cas pour notre jeu principal, c'est qu'on veut le laisser accessible gratuitement avec une formule de soutien. Donc a priori ce jeu-là ne souffrirait pas trop de la revente et de l'occasion parce on mise sur la gentillesse des gens qui vont vouloir aider notre studio à se développer. Après c'est vrai que c'est une très bonne question et quand on est indépendant c'est assez difficile de savoir comment gérer les ventes. Parce qu'il y a déjà une grosse méconnaissance de ce que c'est que de développer un jeu et les coûts que ça engendre. Et je sais que beaucoup de gens trouvent que les jeux indépendants sont trop chers quand ils sont par exemple à 8-9 €, alors que ça représente parfois 3 années de vie. En tout cas, nous, c'est notre cas pour l'instant. Et c'est très délicat. Sur mobile, c'est encore pire parce qu'à partir du moment où c'est pas gratuit, les gens veulent vraiment pas acheter, à moins que ça soit vraiment quelque chose de très très bon. Donc effectivement, le statut d'indépendant et globalement, les relations avec les acheteurs, c'est compliqué. Mais j'ose espérer qu'avec ma démarche et celle d'autres amis à moi dans le jeu vidéo, on arrive à faire comprendre aux gens qu'il y a des humains derrière les jeux, que c'est pas une grosse machine qui en imprime à la chaîne et qu'on a aussi besoin de vivre. Et j'espère que les joueurs et joueuses qui achètent arriveront à se responsabiliser. Alors à voir ce que ça donne effectivement ce système de revente. Je suis assez perplexe moi aussi. En tout cas pour le jeu qu'on fait on n'en souffrira pas je pense, mais effectivement à l'avenir ça pourrait être embêtant. Je suis un peu mitigée aussi. Qu'est-ce que tu en penses au niveau de l'industrie en général ? Alors l'industrie en général c'est un peu vague. Moi j'ai plein de... Pas que les indépendants, faire un gros studio aussi. Le truc de Steam ? Ouais. Ben écoute, peut-être que ça en responsabilisera quelques-uns, parce que je sais qu'avec les AAA, il y a un certain ras-le-bol, notamment avec Electronic Arts et tous ces systèmes de DLC, de lootbox. Les lootbox, c'est un petit peu la loterie. C'est en gros, tu vas payer pour recevoir des objets aléatoires. Dans certains pays, c'est même interdit, si je dis pas de bêtises. Donc... je ne sais pas si ça va avoir un réel impact, mais je me dis effectivement peut-être que le fait que les joueurs vont vouloir revendre leur jeu parce qu'ils vont estimer qu'ils se sont fait flouer, ça peut arriver, ça peut avoir un impact positif là-dessus. Après, moi c'est vrai que comme je ne suis plus vraiment dans les AAA, les gros jeux, je me rends pas bien compte, mais je ne sais pas si ça durera longtemps. Si peut-être qu'il y aura une levée de bouclier et que finalement ça va s'arrêter aussi vite que c'est venu, quoi. Je pense pas que Steam va pouvoir compléter ça en proposant un autre système que l'achat premium avec le Netflix. Il y a déjà plus ou moins des offres de Netflix, du jeu, ouais, voilà, qui existent.
Bah alors moi je pense qu'effectivement il y a quelque chose à faire d'un point de vue des joueurs avec le streaming de jeux comme on a le streaming de séries, puisqu'après tout ça peut valoir le coup de se dire si je paye je sais pas 20 € par mois mais que je peux jouer à plein de jeux qui m'auraient coûté 60 €, on y gagne réellement. Après je connais pas tous les tenants et aboutissants de ces plateformes là parce que je me demande pour les développeurs comment retombe l'argent. Est-ce que ça fonctionne comme Spotify, le nombre de fois que ça a été joué, on touche un pourcentage, à partir de combien de temps de jeu on considère que le joueur a assez joué pour reverser de l'argent, est-ce que ça compte à partir du moment où on ouvre le jeu, où il faut minimum 2 heures. Je pense que ça peut avoir un intérêt pour les gros studios, en tout cas pour faire vivre leur jeu, faire des partenariats. Pour les indés, je me pose vraiment la question parce que je sais pas dans quelle mesure ça va leur retomber dessus. C'est assez complexe. C'est vrai que nous, on reste pour l'instant dans un schéma très classique avec Samuel qui développe le jeu avec moi, où on fait vraiment comme si on était en boutique mais sur internet, quoi. On va dire le jeu ça coûte tant, vous nous payez et voilà. Je sais pas, il y a aussi Stadia de Google voilà, qui a l'air assez prometteur. Moi j'attends de voir ce que ça va donner. C'est vrai que là c'est le tout début, on n'a pas encore eu le temps de voir les retombées. Donc je sais pas, j'ai l'impression que comme c'est une initiative qui s'est fait beaucoup en partenariat avec les AAA, je pense que ça va aller dans leur sens, sinon je ne comprendrais pas pourquoi ils l'ont fait. Après pour les indés, c'est une très bonne question et bah, limite j'attends de voir ceux qui ont déjà essuyé les plâtres pour me faire un avis, quoi, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Tu parlais de Stadia, je pense pas que ce genre d'offre, ça va transférer toute l'économie de l'attention dans le jeu vidéo, genre, on va faire les jeux encore plus possible pour garder les joueurs pour nous et pas partager. Alors effectivement, le fait de vouloir du coup garder les joueurs en permanence si la rémunération passe par le temps de jeu et le streaming, oui, je pense qu'en fait on va tomber dans ce qui existe déjà pour les free-to-play, où finalement on est dans un jeu gratuit, mais le but va être de garder l'attention, soit pour avoir l'argent des publicités, soit pour faire acheter des produits cosmétiques. Donc oui, c'est un risque. Après, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il existera toujours une contre-culture là-dedans qui voudra quand même continuer à proposer des visions d'auteurs en dehors des blockbusters qui vont vouloir exploiter le système au maximum. Après, j'ose espérer qu'il existera quand même toujours même des gros jeux à la GTA qui juste sont designés pour être fun et passer du temps sans contrepartie directe de il faut qu'on exploite un maximum comme Fortnite peut le faire par exemple. Donc, c'est assez difficile à dire pour l'instant. Oui. Quel est ton secret pour rester motivé sur 3 ans de développement? Très bonne question. Alors, petit disclaimer, déjà, ça arrive de plus être motivé, mais c'est normal et il ne faut pas culpabiliser de ça. Moi, j'ai quelques petites astuces, notamment si on travaille de chez soi, qui m'ont permis de me structurer et de garder un petit peu l'endurance quoi, sur le long terme. Ce que je fais déjà, c'est que j'essaye de me fixer des horaires tous les jours et de me dire bah ok, je commence à travailler à 10h et je m'arrête à 19h. Comme ça permet d'éviter la culpabilité du ah je suis en train de rien faire alors que je devrais travailler sur mon jeu. Si on n'a pas d'horaire et qu'on ne segmente pas, bah, si tout le temps c'est du temps potentiel de travail, c'est aussi tout le temps du potentiel temps de flemme. Et dissocier les deux, ça permet vraiment de se rassurer, d'arrêter de culpabiliser. Si à 19h c'est terminé, et ben je ne vais pas culpabiliser de regarder un film à 20h parce que c'est mon moment pour moi. Ça c'est la première chose. Ensuite, la chose qui me motive, bah, c'est la chaîne YouTube, puisque les gens sont adorables en général. Vraiment, il y a un gros soutien et j'ai l'impression que ce que je dis, ça intéresse un peu les gens, donc ça me fait plaisir et je me dis bah je vais continuer s'il y a des personnes qui attendent ce jeu. Donc ça m'aide beaucoup aussi à garder la motive. Et puis bah, après, ce qui me motive sur le long terme, c'est qu'avec Samuel, on aimerait énormément pouvoir faire notre studio un jour. Et le fait de terminer un jeu, ça sera une porte d'entrée pour ça. Et peut-être même pouvoir embaucher des copains et faire notre petite tambouille et réussir à en vivre vraiment. C'est cette projection-là, moi, qui me fait tenir sur le long terme. Alors j'ai travaillé au début seule, puisque je me suis dit mais oui c'est facile, je vais travailler toute seule en 1 an et demi, ça sera bouclé. Bon finalement au bout de 6 mois j'ai dit à Samuel au secours, j'ai besoin d'aide. Et il m'a rejoint sur le développement, du coup vraiment la partie programmation. Du coup aujourd'hui je me contente de faire que le game design, le web design, graphisme, la chaîne et globalement le community management de la chaîne et tout ça. Mais c'est vrai que ça m'enlève déjà une bonne épine du pied parce que c'est quand même le nerf de la guerre hein, de coder toutes les fonctionnalités. Donc là on est depuis 2 ans et demi quoi.
Ça fait 3 ans en tout qu'on est sur le projet. À 2, oui, ça aide à rester motivé, clairement, puisque quand il y en a un qui a plus le moral, c'est l'autre qui relève, et inversement, c'est un peu les montagnes russes, la motivation, quand on fait un projet aussi long. Et on a aussi une 3e personne avec nous de temps en temps pour le sound design et la musique. Et c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien de voir une personne qui n'est pas tout le temps dans le jeu, mais qui de temps en temps va nous donner la motivation, nous faisant intégrer des belles musiques, des super sons, ça aide à rester motivé. Et ouais, en tout, techniquement, on est 3. Et on aurait aimé être 4, mais pour l'instant, c'est pas possible financièrement. Mais ouais, c'est le statut actuel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions aussi? Oui. Justement, au niveau du financement, dans des fonds ou autres pour je pense pas que YouTube. Non. Effectivement, je monétise pas mes vidéos YouTube parce que ça sert vraiment pas à grand chose. Quand comme moi on a moins de 20 000 abonnés, je ferais vraiment des miettes avec la monétisation. Donc autant ne pas imposer de publicité à mon public pour si peu. En revanche, j'ai recours à Tipeee, la plateforme de financement participatif. Et j'ai beaucoup de chance puisque les gens qui me suivent sont vraiment généreux et ont envie de soutenir le projet. Et c'est ma source de revenus principale à l'heure actuelle. Alors c'est pas encore assez pour en vivre. Donc je fais quelques petites missions moi-même en tant que game designer freelance à côté. Parfois je vais donner des cours en game design, je vais organiser des ateliers de création de jeux pour des enfants. Je suis aussi à la commission qui juge les jeux au CNC pour attribuer des financements. Donc tout ça, ça me permet de combler le Tipeee pour pouvoir en vivre. Mais voilà, ça reste une condition encore un peu bancale et c'est pour ça qu'on espère pouvoir sortir le jeu pour avoir une petite rentrée de sous qui nous assurerait de pouvoir travailler sereinement après, au moins pendant une année, ça serait cool. Est-ce que vous avez d'autres questions encore? Que ce soit sur la conférence ou des jeux, ouais, si j'ai plus large, oui. Alors, est-ce que je considère Mario Kart comme un jeu méchant? Alors oui et non. C'est un jeu méchant entre guillemets dans le sens où encore une fois on est dans la compétition, il y a forcément un gagnant et un perdant et de quoi se tirer dans les pattes. Mais je trouve que c'est un jeu quand même assez rigolo puisqu'il va vraiment admettre le truc du t'es dernier, et ben je vais vraiment te donner plus un coup de pouce que les autres. Je vais te donner un super objet qui va te permettre de remonter et de pouvoir avoir la victoire à la fin. Donc finalement, il n'est pas si méchant que ça puisqu'il laisse la chance aux personnes qui ont moins de skills techniques pour pouvoir tout simplement s'amuser tous ensemble. Moi je sais que l'avantage de Mario Kart c'est que je peux jouer avec n'importe qui, même s'il y a des gens qui n'ont vraiment pas le niveau, on va quand même s'amuser et il peut y avoir des retournements de situation, donc il n'est pas totalement méchant, tu vois. Ça va. Oui. Pokémon c'est intéressant. Je pense que c'est le genre de jeu qui typiquement est gentil avec ses joueurs, mais peut-être pas forcément gentil dans les valeurs qui donnent, voilà c'est ça. C'est effectivement, va chercher des animaux pour faire des combats entre eux dans des vieilles ruelles, c'est bizarre. Mais après pour le joueur en tant que tel, je trouve que c'est un jeu gentil puisque c'est un jeu qui est pas trop exigeant, qui joue sur la collectionnite, beaucoup de Pokémon sont mignons, donc c'est un bon moment. Disons qu'il est semi-gentil, quoi. Il est gentil avec ses joueurs, mais pas forcément avec le monde en général et ce qu'il véhicule, quoi. Est-ce qu'il y a encore des jeux où vous demandez si vous jouez des trucs gentils? Oui. Alors les Sims et SimCity sont quand même assez différents. Si je commence par SimCity, pour moi, il s'ancre un peu dans une logique de rentabilité, d'expansion, parfois au détriment de l'écologie. Suivant comment on joue dans les Sims, on peut prendre différents parcours. Le but, c'est quand même d'être dans la productivité et l'expansion. Là où moi, par exemple, préférerais peut-être plus des jeux qui se concentrent sur le collectif et pas forcément avoir une ville hyper génératrice d'argent, mais dans laquelle les gens vivent bien. Ça reste quand même, les jeux de gestion, c'est quand même, ça s'ancre très souvent quand même dans une logique capitaliste. Après, à des niveaux différents et ça, je considère pas spécialement SimCity comme un jeu très, très gentil. Après, pour les Sims, je pense que c'est un jeu gentil pour plusieurs choses. Déjà parce que c'est un des rares jeux qui offre une diversité de représentations quasiment exemplaire. Tout le monde peut s'identifier à un sim, tout le monde peut se projeter dans un sim, puisqu'il y a vraiment des outils de personnalisation qui permettent d'inclure le plus grand nombre, que ce soit sur l'apparence physique ou les orientations amoureuses par exemple. C'est quelque chose qui permet à plein de gens de s'évader pour vivre une vie qu'ils préféreraient vivre.
Après, on peut jouer aux Sims de manière totalement détournée du gameplay de base qui incite à avoir des promotions et être le meilleur à son taf. On peut juste taper des codes d'argent et vivre sa meilleure vie dans sa piscine sans rien foutre. Donc je considère que c'est plutôt un jeu gentil là-dessus. C'est qu'il est vraiment bienveillant avec ses joueurs et joueuses, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais pas combien de temps il reste. On a 5 minutes encore. Oui. Je voulais parler des jeux à contexte négatif et méchant. Je pense notamment à la série Tom Clancy's avec les jeux Division et Ghost Recon. Ce sont des jeux qui sont vraiment dans un contexte méchant. Donc on tue des personnes à tout va, on a vraiment un contexte de guerre, etc. Mais moi je voulais savoir aussi, est-ce qu'on peut trouver dans ce genre de jeu-là, un contexte et un gameplay méchant, positif et gentil. On pense à The Division où on est dans un contexte de guerre, mais un contexte de guerre qui se veut progressiste et vraiment dans le positif, dans le retour du positif dans des situations. Je veux savoir si dans ce jeu-là on peut vraiment les considérer gentils, pas par leur gameplay, leur histoire, mais vraiment par l'image et le sous-texte en fait qu'ils donnent. Alors c'est une question très intéressante. Alors moi-même j'ai pas forcément joué à The Division et Ghost Recon, mais on peut toujours trouver des aspects positifs dans n'importe quel jeu. Encore une fois, c'est une question de balance. Je pense qu'il n'y a aucun jeu qui est 100% méchant et 100% gentil, tu vois. Mais je pense par exemple à PUBG. On est dans du Battle Royale, le but c'est d'être le dernier survivant. Et il y a des gens qui jouent en groupe, qui vont initier des comportements positifs de protection, de surveillance pour leurs camarades. Et ça pour moi, c'est important, des jeux qui permettent l'émergence de gameplay gentil dans un cadre qui ne l'est pas forcément. Et je pense que dans The Division, par exemple, si tu joues en coop avec des amis, tu peux rentrer là-dedans, dans cette logique de on va passer du bon temps ensemble, et même pas forcément que in-game, mais même aussi toi, avec ton ami au micro, tu vas créer limite un lien social, un réseau social avec tes amis. Et pour moi, c'est le social dans ces jeux-là qui permet de créer de la positivité. Après, je suis peut-être pas assez calée sur ces jeux-là précisément, comme c'est pas ceux auxquels je joue le plus, mais clairement, il y a moyen de faire émerger des choses positives, même dans les contextes les plus guerriers, avec les gameplays les plus destructeurs, entre guillemets, je pense. Il y a toujours du positif à trouver. Oui. Oui, alors j'ai un projet perso de jeu gentil qui est vraiment tout récent. En plus, on a fait l'annonce avec Samuel il y a 2 jours. On est sur un jeu de puzzle avec pour thème les petits chiens mignons. Donc, je pense pas qu'on puisse faire plus niais que ça. Mais je sais pas si vous voyez ce que c'est les nonogrammes / jeux de Picross, qui sont des puzzles où le principe est vraiment d'avoir une grille avec des lignes et colonnes dans lesquelles on indique des petits chiffres. Et le principe va être de se dire, ok, bah, sur cette ligne et cette colonne, je sais que je dois mettre une case, où je dois placer ma case, et à la fin, ça fait un dessin. Et le principe de notre jeu, c'est d'utiliser ce gameplay et d'en greffer un autre par-dessus, et de dire, bah, je vais faire mon petit puzzle. À la fin, je vais avoir un dessin de chien mignon. Et à la fin, ce chien mignon va sortir de la grille pour arriver dans une sorte d'aire de jeu que je vais pouvoir peupler de plus en plus de petits chiens mignons, leur ajouter des petites niches, des arbres, et faire tout un jeu vraiment de self-care, de décoration et d'ambiance choupi, quoi. Donc on est là-dessus. Il devrait sortir en plus très bientôt, puisque c'est un jeu qui est rapide à développer. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à nous suivre. Alors il sortirait en premier sur PC, mais on a très envie d'en faire un portage sur mobile parce qu'on pense que c'est le genre de jeu qui s'adapterait bien. Et dans le meilleur des mondes, peut-être Switch, si on arrivait à le faire fonctionner et à trouver les bonnes personnes pour nous accompagner. Mais oui, c'est aussi pour cette raison que j'ai voulu faire une conférence qui traite du jeu gentil, c'est que finalement je travaillais sur un jeu de guerre pendant 3 ans et j'avais envie de faire un truc avec des chiens mignons. Ça serait sur Steam, ouais, a priori, ouais. Peut-être une dernière question ? Ouais. Alors, j'y ai pensé, et oui, tout à fait, on pourra pet the dog. Je voulais aussi pouvoir apparaître sur la page de Can You Pet the Dog, parce que pour moi, c'est un peu la consécration ultime. Bah ouais, on cherche ce qu'on peut. Donc oui, effectivement, j'aimerais beaucoup y être. J'enverrai peut-être mon petit message sur leur page. Bah, du coup, on a encore une dernière question ?
Super, on a encore le temps alors. Peut-être une suggestion de jeu, peut-être? Une suggestion de jeu à faire? Ah oui, ah ouais, j'en ai plein. Bon alors ceux qui me suivent vont être saoulés parce qu'ils savent déjà ce que je vais dire, mais jouer à Undertale, parce que c'est le jeu gentil par excellence. Pour les jeux un petit peu plus rétro, moi qui m'ont beaucoup marqué dans les jeux gentils, je recommande, si vous ne connaissez pas, la série des Mother, notamment le jeu Earthbound, qui est, je trouve, un jeu aussi extrêmement gentil. D'ailleurs, il a inspiré lui-même Undertale, donc voilà, tout est un petit peu regroupé. Je recommande très fort Céleste aussi, qui est un jeu qui prend vraiment soin de ses joueurs et joueuses et qui permet de se sentir de plus en plus fort, de se surpasser, le tout avec vraiment une optique très bienveillante. Donc je le rappelle, c'est un petit jeu de plateforme qui consiste à... on incarne une jeune femme qui s'appelle Madeleine, si je dis pas de bêtises, ou Madeleine, qui a pour objectif de gravir une montagne. C'est vraiment son but. Et pendant qu'elle va escalader cette montagne dans le niveau de plateforme, elle va avoir un petit peu plus de recul sur elle-même, sur comment elle se sent, et elle va progresser dans son chemin contre l'anxiété et la dépression. Ça donne vraiment de super beaux messages, donc je le recommande très fortement. Animal Crossing aussi, c'est super bien ça. Bientôt sur Switch en 2020, je vous invite tous. Ouais, Stardew Valley aussi, un jeu où on va construire sa petite ferme, cultiver des trucs, se faire des amis, faire sa déco, se marier, faire toute une vie. Enfin, c'est vraiment hyper posé, un peu addictif, mais très sympa. Et puis il y en a certainement plein d'autres que j'oublie, mais il y a vraiment plein de belles choses à trouver, et notamment du côté des jeux indés, je vous recommande. Ils sont moins chers et en plus il y a plein de petites pépites, donc allez regarder les jeux indés sur Steam. Oui, le jeu Brothers, The Tale of Two Sons aussi, très sympa à jouer à deux, où là on est dans la coopération totale puisqu'on sépare la manette en deux, où chacun contrôle un des sticks de son côté, donc on est vraiment immergé dans la coopération. C'est un jeu très agréable. Ça me fait aussi penser à Journée, si vous n'avez jamais joué à un jeu qui est magnifique, qui est un jeu qui arrive à faire passer beaucoup d'émotions, des paysages magnifiques, des sentiments complexes, le tout sans jamais afficher une seule ligne de texte. Je trouve que c'est une performance assez excellente, donc je vous recommande Journée si vous ne l'avez pas fait. Je ne connais pas Degree of Separation. C'est un peu récent et en fait c'est une jeune femme du feu et un jeune homme de glace qui sont séparés par leur identité. Ils doivent coopérer justement. Moi j'ai une seule mais ça joue à deux. Et à un moment où les deux femmes doivent se jouer et pour avancer, il faut que les deux coopèrent. Bah ça a l'air super cool, je note. Donc ta reco c'est Degrees of Separation, c'est ça? Bah voilà. D'ailleurs s'il y en a qui veulent faire des recos aussi, moi je prends. C'est des bonnes initiatives. A-t-on encore quelques questions? Ouais, on est bon niveau temps? Bon, bah, s'il n'y a pas de dernière question, alors je vais devoir rendre le micro. Bah, du coup, merci encore vraiment à toutes et tous, ça m'a fait super plaisir. Et passez un beau festival. Oui. Merci.